France Maghreb 2. Le grand forum jusque 18h, c'est donc parti en ce mercredi 19 décembre avec cette question du jour. La municipalité strasbourgeoise a-t-elle raison de s'opposer à l'inhumation de Chérif Chekat dans sa ville de Strasbourg? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Quelle influence auront les gilets jaunes sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est la question que l'on s'oppose et à laquelle nous répondrons avec nos chroniqueurs tout à l'heure. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé hier chez nos confrères de PFM TV la fermeture d'une école clandestine dans les quartiers nord de Marseille qui prônerait un islam radical. Le ministre de l'Éducation nationale a affirmé qu'elle ne sera pas la seule concernée par des sanctions. Les instances musulmanes doivent-elles faire le travail? Nous y reviendrons là aussi tout à l'heure aux alentours de 17h30. C'est donc parti pour le LGF avec pour vous accompagner aujourd'hui Faiza Ben Mohamed, Abdeslam Itache et Nadir Kaya. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, c'est votre rendez-vous de référence tous les jours 16h-18h, ils sont 3 aujourd'hui, on va commencer évidemment par madame Faiza Ben Mohamed, journaliste et militante. Bonjour Faiza. Bonjour tout le monde. Monsieur Abdeslam Itache, qui est directeur technique des infrastructures sportives dans une commune de région parisienne. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe et bonjour aux auditeurs et auditrices. Et le président de l'association Banlieue Plus, monsieur Nadir Kaya. Bonjour Nadir. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous, chers amis auditrices, auditeurs, pour nous appeler bien sûr, pour prendre la parole plus que jamais, puisque c'est le peuple qui a la parole dans cette émission, plus que jamais donc au 01 40 33 9000. Avec notre premier sujet à la une, évidemment, ça nous ramène à une petite semaine en arrière sur ce qui s'est passé à Strasbourg, Chérif Chekat, qui était le tueur présumé de Strasbourg, qui a ensuite été neutralisé et qui est décédé. Et donc aujourd'hui se pose la question à propos de son enterrement. Et visiblement, la commune de Strasbourg, les Strasbourgeois en tout cas, ne veulent pas qu'il soit enterré à Strasbourg. Pour diverses raisons, en tout cas ils ont les leurs. On se pose la question, est-ce qu'ils ont raison, la commune de Strasbourg, de ne pas vouloir l'enterrement de Chérif Chekat dans sa ville, parce que rappelons qu'il est de Strasbourg, Chérif Chekat. Alors je vais vous inciter évidemment à nous appeler au 01 40 33 9000 pour donner votre avis. C'est assez complexe en même temps, ce type de questionnement, mais assez simple en même temps. Juste on va donner quelques précisions quand même. Quand on parle du général Pétain, il a été enterré, c'était un collabo, etc. Donc il a été enterré, ça n'a pas posé de problème. Il y a eu quelques problèmes, on s'en souvient pour Mérin en 2012, vous vous en souvenez. Et donc visiblement les Strasbourgeois, enfin en tout cas la municipalité de Strasbourg ne souhaite pas qu'il soit enterré dans sa ville natale. 01 40 33 9000, c'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Et alors vous êtes majoritairement, et c'est assez d'ailleurs intéressant de voir que sur Facebook et sur Twitter, Facebook France Maghreb 2 pour voter, Twitter le grand forum FM2, le résultat est quasiment le même avec 64% de non. Non, la municipalité de Strasbourg n'a pas raison de ne pas vouloir donc enterrer Chérif Chekat à Strasbourg. 37% de oui, donc sur Facebook et sur Twitter. Vous continuez de voter et vous nous appelez pour nous donner votre avis. Tiens, au hasard, pur hasard, Abdeslam, oui. Est-ce que la municipalité de Strasbourg, toi qui travaille un petit peu dans les municipalités, dans les villes, etc., est-ce que tu comprends d'abord cette décision? Alors, c'est une question qui n'est pas facile à aborder pour plusieurs raisons. D'abord, Chekat est un citoyen français. Je pense que les gens sont beaucoup dans la passion et qu'il faut absolument dépassionner le débat et que tout le monde a le droit à une inhumation digne. Ensuite, j'entends la colère des personnes, mais est-ce que pour cela on doit justement se détacher de cette obligation de permettre à la famille de justement d'enterrer l'un des leurs? Ensuite, le problème qui se pose réellement, à mon sens, c'est la question qui se pose, est-ce que on l'inhume de manière anonyme ou est-ce qu'on l'inhume avec une plaque avec son nom? Bien sûr, la question qui se pose, c'est la crainte d'avoir peut-être des gens qui viennent un petit peu en pèlerinage, rendre hommage à une personne qui a comme ouais, c'était la raison invoquée déjà à l'époque de Mérin, oui. Oui, à l'époque déjà. Ouais. Mais à la limite, moi c'est la seule question qui se pose. Ensuite, s'il faut l'inhumer, naturellement, oui. Il est citoyen français et tu disais tout à l'heure que alors c'était pas le général Pétain, c'était le maréchal Pétain. Il a jamais été général et c'est pas. Tu as raison. Mais oui, en effet, il y a, enfin.
de la même manière, toute personne a le droit justement à une sépulture et a le droit d'être inhumé. Voilà, le droit le permet. Donc, on n'a pas justement à être dans cette mise à l'écart. Ça voudrait laisser entendre quoi, qu'on serait encore plus inhumain que l'acte même qui a été perpétré justement à Strasbourg. Donc il faut de l'humanité, il faut comprendre aussi qu'il y a une famille derrière et qu'on peut pas se conduire comme ça par vengeance. Est-ce qu'on peut juger les morts, Nadir ? Alors, cette question est très facile à répondre. Aujourd'hui, il y a un climat islamophobe depuis des années. Donc maintenant, on pose cette question parce que cette personne serait musulmane. Donc voilà, la vraie question, c'est ça en fin de compte. Est-ce qu'on se pose la question habituellement quand un violeur ou un assassin meurt en prison ou ailleurs, à savoir s'il faut l'enterrer ou pas? On se pose pas la question. Là, on se pose la question parce que même mort, la personne, elle est musulmane, quoi. Elle est censée être musulmane d'après ce qu'on a compris. Ouais. Et donc, on s'interroge là-dessus et on crée des débats bidons comme ça. Moi, ça me casse la tête. J'aimerais bien que pour une fois en France, comme le disait Abdelsalem, c'est pas de la passion, c'est de l'émotion. Il y a de l'émotion et quand il y a de l'émotion, il y a plus de raison. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on arrive enfin, je dis bien, parce qu'avec tous les attentats qu'il y a eu, à faire de vraies enquêtes. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de nous expliquer pourquoi ces Français ont eu ce parcours-là et pourquoi aujourd'hui ils en sont arrivés à se retourner contre leur patrie? Ça, c'est un vrai débat qu'il faut poser. Et de savoir qu'il faut l'enterrer, pas l'enterrer, franchement, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est des débats de fachos. Parce que c'est un gars qui est soi-disant musulman. Et donc, ça va dans la logique de certains aujourd'hui d'alimenter ce genre de débat. Enfin, la municipalité de Strasbourg, c'est pas des fachos. Mais il y a des influences aujourd'hui. Ouais. L'opinion publique est tellement anti-musulman que tous ceux qui génèrent ce genre de débat vont avoir une audience et quelque part un certain respect de la part de certains Français. Moi, j'interroge les Français, pour ceux qui sont honnêtes, objectifs. Ouais. Quand est-ce qu'on va faire de vrais débats sur l'origine de ces personnes-là qui sont issues de notre société française et qui en arrivent à être des assassins, des criminels. J'aimerais qu'on fasse des vrais débats là-dessus et qu'on trouve des solutions parce qu'il y a, en fin de compte, les politiques, ça les intéresse pas. 01 40 33 9000. Faiza, est-ce que la municipalité de Strasbourg a raison de vouloir ne pas enterrer dans sa commune natale Cherif Shekat? Écoute, moi je crois qu'il faut, avant de répondre à cette question, reposer un certain nombre d'éléments de contexte. Premièrement, la famille de Cherif Shekat n'a fait aucune demande en ce sens. Donc peut-être même qu'ils ont l'intention d'aller l'enterrer ailleurs ou peut-être de le ramener en Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé, quoi. Ils n'ont pas demandé. Donc là, la mairie parle pour rien. Ouais. Deuxièmement, que dit le droit? Le droit, il nous explique que tout individu, peu importe les crimes ou les délits qu'il a commis, a le droit à une inhumation dans des conditions dignes. Mais le Conseil d'État, depuis 2016, permet aux mairies de s'opposer à l'inhumation dans une ville si elle justifie d'un potentiel trouble à l'ordre public au sein du cimetière ou de la ville en tout cas. Donc c'est potentiellement ce qui risque d'être invoqué par la municipalité de strasbourgeoise si la demande était faite par la famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mohamed Merah? Tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Mohamed Merah, en 2012, son inhumation, elle a créé des centaines de polémiques parce que la ville de Toulouse ne voulait pas accueillir la dépouille de Mohamed Merah. Et il a finalement été enterré dans un cimetière en banlieue toulousaine de manière anonyme. Les autorités ont craint, comme le disait tout à l'heure Abdelsalem, que ce lieu devienne un lieu de pèlerinage pour des sympathisants du terrorisme. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été prouvé, ce ne sont que des spéculations. Aujourd'hui, il faut dépassionner ce débat. Je comprends, moi, qu'on puisse trouver ça indécent, et peut-être même que si on avait enterré le terroriste de Nice à proximité de chez moi, j'habite à côté d'un cimetière, ça m'aurait profondément dérangé. Mais il faut en revenir au droit. Il a le droit à une sépulture, et de toute manière, si c'est pas à Strasbourg, ce sera ailleurs. Il a frappé Strasbourg, mais il a aussi frappé la France. Est-ce que ça veut dire qu'on va l'accueillir nulle part? Ouais. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a posé tous ces éléments très intéressants, moi je vais poser un autre élément. Je suppose que la famille qui on a vu les parents à la télé, vous avez vu comme moi, ont l'air d'être assez pratiquants en tout cas. Est-ce que je vous pose la question comme ça de but en blanc, hein, pardon de choquer, mais est-ce qu'il doit être enterré dans un carré musulman? Alors là, on n'a pas nous le pouvoir ni le droit même de juger si ce monsieur est musulman ou pas musulman. C'est pas à nous de. Parce que l'acte en tant que tel n'est pas il islamique. Répondra de ses actes devant Dieu s'il était croyant. Non, mais je pose des questions, moi. Vous êtes là pour y répondre. Mais après, moi, je crois pas du tout qu'on ait la possibilité de le faire sortir de l'islam par nous-mêmes et de juger qu'il n'était pas musulman. Ce monsieur, il se revendiquait comme musulman, il est musulman.
Nadir. Non, mais puis aujourd'hui, c'est à la responsabilité de la famille, de son entourage, de vouloir l'enterrer comme ils le veulent. Donc à partir de là, faut pas rentrer dans ce genre de débat. Est-il musulman, pas musulman, carré musulman? Non, mais attendez, et de toute façon, je te signale Nadir, là, en France, il y a musulman. 2 cimetières musulmans, Strasbourg et Bobigny. Tout le reste, il y a certains cimetières où il y a des carrés musulmans et d'autres où il n'y en a pas du tout. Donc déjà, faut savoir. Mais à Strasbourg, il y a un cimetière musulman. Entièrement musulman. Donc si la famille. Il y a d'ailleurs un cimetière musulman dans lequel est enterré sa première victime. C'était un Afghan de 45 ans qui s'appelait Kamal. Ça, par contre, je trouverais ça un peu indécent. Qui sont enterrés côte à côte. Mais question parfois bidon, Nadir. Mais questions parfois bidons, quand même, elles ont du sens. Pas bidon, provocatrice. Bah oui, non mais. C'est le débat qui est suscité par la mairie de Strasbourg qui est bidon. Ouais. Non mais. Je veux dire, quand je pose cette question, alors c'est vrai que nul n'a le droit de juger et de faire sortir de l'islam quelconque individu, seul le Tout-Puissant a ce pouvoir-là, pas nous. Mais quoi qu'il en soit, on peut se poser des questions. Je veux dire, n'ayons pas peur de se poser des questions. J'ai l'impression que des fois, quand on pose une question, il y a une espèce de d'omerta. Attention, il faut tout pas tout. Non, on pose des questions ici. Moi, je les pose en tout cas, que ça gêne ou pas. Oui, l'acte en tant que tel n'est pas musulman, n'est pas islamique. Ça, on est tous d'accord. Je veux dire, de tuer des gens, ça n'a jamais été islamique. Mais c'est pas une question d'acte islamique ou pas, c'est un acte humain, c'est un acte barbare. Donc à partir de là, il devra répondre de son acte sans être musulman, pas musulman. Tu sais, le musulman, de par sa religion universelle, normalement, il a des débats qui dépassent tout ça. Ouais. Après, c'est vrai, il y a la pratique, l'interprétation que font les uns et les autres, mais que ce soit pour les croyants ou les non-croyants, par rapport à cette situation, Faisal a rappelé, il y a du droit, et à travers le droit français, si il a le droit d'être enterré normalement, on doit le faire, et puis voilà, on passe à autre chose. Autre question, je sais, vous allez peut-être me rectifier si je dis une bêtise, je crois qu'il n'y a pas de prière mortuaire lorsque, par exemple, un musulman se suicide. On est d'accord? Ah, je ne pourrais pas répondre. Voilà, en tout cas d'après mes connaisses, je ne sais pas. Est-ce que il faut là lui faire une prière mortuaire? Est-ce que les imams justement pourraient dire non, absolument on fait pas quoi. C'est pas possible. Faudrait poser la question à un théologien. Moi, j'ai pas la réponse. Bon, on va poser la question à nos auditeurs puisque vous n'avez pas envie de vous mouiller, j'ai l'impression. Non, mais j'ai pas la réponse. Vraiment. Allez, restez dans votre petit confort tranquillement. Il y a pas de problème. Nous sommes avec un auditeur qui nous appelle de Bordeaux, et les Bordelais, eux, quand ils parlent. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour France Maghreb. C'est Samir qui nous appelle de Bordeaux, c'est ça? Bonjour. Exactement. Bon, alors Samir, ton avis sur la question là, sur le sujet? Sois un peu plus tranchant que nos chroniqueurs. Là, c'est une petite jurisprudence quand même. C'est-à-dire? Puisque d'après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, ça on nous l'a appris à l'école, ça. Ouais. Exactement. Et ensuite, moi je ne cautionne pas les actes barbares, inhumains qu'il a fait, parce que tuer quelqu'un volontairement, qui nous a rien fait, parce que rappelons que tueur présumé quand même, c'est important de rappeler. Qu'il faut déjà que c'est pas bien de tuer quelqu'un. Quand on tue quelqu'un, c'est comme si on avait tué l'humanité. Tuer des innocents. Exactement. Et quand on sauve quelqu'un, c'est comme si on avait sauvé l'humanité. D'une part. D'autre part, est-ce que tous les hommes, moi j'estime que tous les hommes meurent aussi libres et égaux en droit. Certes, ce qu'il a fait, c'est injustifiable, c'est condamnable, mais j'aurais préféré qu'il soit quand même j'aurais préféré que le droit s'applique et qu'il soit enterré, pas d'une cérémonie officielle et tout, parce que voilà, ce qu'il a fait, ça mérite pas ça du tout, mais d'enterrer puis de passer à autre chose, parce que si vous voulez, avec ça, je pense que c'est plus un acte politique pour encore plus attiser la haine. Il faut éviter à chaque fois de tout le temps mettre en avant un acte irresponsable, un criminel. Ouais. Et si vous voulez, ça réattise les haines et on souffle sur les braises en faisant des gestes comme ça. Donc le but, c'est de remettre un petit peu d'apaisement, de passer à autre chose et de ne pas bloquer sur des trucs comme ça, parce que ça ne fait qu'attiser la haine. Sachant que l'acte qu'il a commis quand même, tuer des innocents qui n'ont rien demandé à personne avec une arme comme ça, déboulée sur Strasbourg comme ça, c'est injustifiable. C'est condamnable et tout, mais le problème c'est que en continuant à en parler, en faisant des gestes comme ça ne fait qu'attiser la haine. Donc autant
enfin l'inhumer, l'enterrer, même dans le plus grand secret ou je ne sais quoi. Mais il vaut mieux passer à autre chose, quoi. Bon, merci en tout cas, cher ami, depuis Bordeaux et rester à l'écoute du grand forum LGF. Bien sûr, je sais que je comprends en même temps que c'est très complexe, comme l'a rappelé d'ailleurs très justement Faiza, il y a le droit. Et le droit s'applique, oui. Mais il y a après la perception que l'on peut en avoir en tant qu'humain. On a des sensibilités, d'accord, tous, toutes, on essaie parfois, avec à tort, d'avoir des réactions un petit peu hâtives, sans réfléchir. Et c'est vrai qu'il faut dépassionner tout cela, et essayer d'être le plus logique possible. Vous nous appelez en tout cas pour nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Et parlons et rappelons, Faiza, que pour l'instant c'est seule la mairie de Strasbourg qui a pris l'initiative de parler, parce qu'il n'y a eu aucune annonce de fait de la famille. On sait même pas d'ailleurs, ça se trouve pure spéculation. Ça se trouve il a déjà été enterré, on sait même pas. Oui, s'il faut. Non, mais je crois qu'il le récupérait pas tout de suite parce qu'il fallait que le médecin légiste examine le corps, tout ça. Et puis il devait le rendre au bout d'une semaine. Donc a priori, on est un petit peu dans les délais, quoi. Ça devrait être imminent. Et je pense que même que c'est pour ça que la mairie strasbourgeoise a pris la parole avant que la famille ne puisse donner sa position. Mais après, il serait carrément en droit, comme ça se fait dans n'importe quelle famille, d'aller s'enterrer au bled. Ouais, absolument. Vous vous rappelez d'ailleurs de l'affaire Mera, la France qui avait essayé de se débarrasser de Mera pour l'envoyer en Algérie, de le faire enterrer en Algérie. Je me rappelle, l'Algérie, vous êtes gentil, vous le gardez, c'est un Français. Oui. D'ailleurs, à ce propos, il me semblait que l'Algérie l'avait déchu de l'identité algérienne pour dire maintenant il est citoyen français, donc vous l'enterrez en France. Voilà, vous débrouillez quoi. Walid est avec nous. Salut Walid. Walid. Oui. Bonjour Walid, pardon de te réveiller, c'est un peu l'heure de se réveiller là, mon ami. On y va. Là, je suis réveillé. Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce qui se passe, Walid? Moi, la première chose que je voulais dire, déjà, c'est que si je me trompe pas, ce que ça, il est présumé innocent. Il n'a pas encore été prouvé que c'est lui. Tout à fait. Oui. C'est la première des choses. Oui. Et la deuxième des choses, ça revient un peu à la question que vous avez posée hier. Et justement, je vous avais rappelé pour vous la poser. C'est est-ce que c'est vraiment un terroriste ou c'est quelqu'un qui est dérangé psychologiquement? Parce que pour aller dans une foule, tirer sur tout le monde. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne fait pas déroger psychologiquement pour épouser les idées de Daesh, en fait? Bah ça, comme dit Faiza, ça va être compliqué à savoir, étant donné qu'il est mort. On va pas commencer à spéculer sur ce qu'il aurait pu ou pas. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Nadir. L'enquête. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse une enquête aujourd'hui. L'enquête, elle est même pas, elle est ouverte, mais elle est pas finie. On dit qu'il y a 2-3 personnes d'arrêtées, des proches, mais non, mais voilà. Donc tu vois, déjà nous-mêmes, on mange la soupe qu'on nous donne. C'est que l'enquête aujourd'hui, elle va continuer pendant vraisemblablement plusieurs années, comme c'est le cas pour toutes les affaires de terrorisme, mais elle va plus concerner le profil psychologique du coupable parce qu'on n'est plus en mesure de l'évaluer. Donc maintenant, l'enquête, elle va porter sur les aides logistiques, les complicités, le réseau. Est-ce qu'il avait des liens avec directement depuis la Syrie? Est-ce qu'il a été piloté? Mais on ne saura jamais si psychologiquement il était apte ou pas. Du coup, parce que systématiquement. C'est vrai que c'est une grande question quand même. C'était une grande question. Mais c'est pour ça qu'après les gens, moi le premier, bon, je suis pas complotiste. Après les gens peuvent dire je suis complotiste, mais moi les thèses officielles depuis le 11 septembre 2001, je les accepte plus. Moi je les reconnais plus. On peut me dire ce qu'on veut, montrer toutes les photos, toutes les images, je ne crois plus aux versions officielles. Donc je mets pas en doute. Donc tu es un complotiste. Ouais, on peut appeler ça comme ça, j'ai pas de souci. Moi, j'assume les termes que la bien-pensance nous met dans la tête parce qu'on n'est pas, on serait pas d'accord avec elle. Moi, j'aimerais qu'on arrive à faire des enquêtes parce que c'est quand on voit que certains jeunes sont quand même issus de nos quartiers populaires, sont des Français, et qu'on fasse toujours pas d'enquête au bout de 10 ans, des enquêtes approfondies pour nous dire concrètement qui sont ces personnes, avec tout ce qu'on entend, ça alimente toutes les hypothèses qui vont à l'encontre des versions officielles, et c'est tant pis pour eux parce qu'ils sont pas transparents dans ces affaires-là, et à chaque fois on sait jamais à qui on a affaire. On découvre un gars qui se radicalise dans une soirée, qui est alcoolique, qui est pas alcoolique, qui était musulman, qui l'est pas du tout, qui l'est complètement. Il y a un moment donné, ça peut passer avec certains Français parce qu'ils sont pas de confession musulmane, mais avec nous, les Français de confession musulmane, on n'accepte pas ces versions. À un moment donné, il faut nous dire la vérité. Et tant qu'il n'y a pas la vérité, on aura toujours un doute face aux versions officielles. Mais après, dans ce que dit Walid, il a un peu raison parce qu'en fait, maintenant, on saura jamais en réalité. Oui. Il reste que son cadavre et encore, on ne sait pas ce qu'il va en faire. C'est des questions pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. La seule personne qui est ressortie, je dirais, vivante, c'est Salah Abdeslam depuis arrêté par les Belges, rappelons-le. En France, il a été arrêté vivant parce que arrêté par les Belges. Voilà, ouais, absolument. Walid, un dernier mot. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me choque, en fait, c'est
Une enquête, certes, oui, il doit y avoir une enquête, mais pourquoi quand c'est par exemple le mec qui a poignardé la femme volée à Montauban, au bout de 5 minutes, c'était quelqu'un qui était déséquilibré, un alcoolique qui avait des problèmes, alors qu'un musulman, ça dure des années, et à la fin, on sait rien. Merci Walid, bon après-midi à toi. Un dernier appel là-dessus, Abdelkader, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Abdelkader, vous nous appelez d'où? Moi, je suis de la région où ça s'est passé justement, cet endroit, ce problème-là. À Strasbourg. Voilà. Ouais. Donc je connais le secteur, je connais la région, je connais la mentalité des Alsaciens. D'accord. Et ils sont un peu plus racistes que la moyenne quand même. Je peux le dire parce que j'ai habité là-haut, je connais un peu la région. Et en ce qui concerne la question que vous avez posée tout à l'heure pour savoir si un musulman pouvait faire la prière du mort ou pas sur lui. Oui. Certes, il y a plusieurs branches dans l'islam. Vous avez des débats qui vont pas du tout faire la prière du mort sur une personne comme justement comme chez Kab là. Et vous avez des imams qui vont faire la prière et vous avez des imams qui vont pas faire la prière pour quelqu'un qui a un tatouage. Vous avez tous les exemples sont bons à prendre. Quelqu'un qui fait pas le ramadan peut pas faire. Il y a un imam, il peut refuser de faire la prière sur lui. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. Hein. Ah ouais. Et concernant l'enterrer ou pas en France, ne pas vouloir l'enterrer, c'est se mettre à son niveau. C'est plus bactère de refuser d'enterrer quelqu'un. La personne, elle est morte. Elle n'a pas été jugée, on n'a pas pu étudier, on n'a pas pu voir ce qu'il y avait dans sa tête vraiment, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il a fait ça. C'est juger un mort, c'est pas acceptable. Donc qu'il l'enterre dans l'anonymat, c'est normal, je comprends, on va pas faire un grand débat sur son enterrement, et puis qu'il tourne la page définitivement, parce que quand vous avez des tueries de masse dans les pays nordiques ou dans les pays États-Unis, quelqu'un qui tue 50 personnes d'un coup, ils se posent pas la question s'ils vont l'enterrer à gauche ou à droite. Mais quand c'est un musulman, automatiquement vous avez ce petit pourcentage de racisme qui ressort, et c'est malheureux. Mais il faut vivre avec, c'est tout le temps pareil, que ça soit Mohamed Merah ou que ça soit un autre, il a fait du mal, il rendra des comptes devant le Tout-Puissant, et puis c'est tout, personne n'est apte de juger qui que ce soit. Voilà. Merci Abdelkader pour cette très brillante intervention. Merci beaucoup. Merci. 01 40 33 9000. En tout cas, voilà, on va suivre ça de près. Donc cette affaire et des spéculations de la mairie de Strasbourg que l'on souhaitait évoquer avec vous pour en même temps parler de ce sujet, pour voir un petit peu ce que cela amène auprès des différentes réactions. Bon la sagesse l'emporte finalement, tant mieux. Dans un instant, on va voir si ça va continuer parce qu'il y a cafouillage au sein du gouvernement, messieurs dames. On n'y comprend plus rien, ça recule, ça fait des avances, ça recule, ça fait des avances. Bref, hier soir, c'était la cacophonie totale au sein du gouvernement et des députés En Marche. Vous savez qu'ils ont dormi ils se sont couchés à 5h du matin apparemment. Ça devient très compliqué à gérer cette histoire des annonces, des taxes, on les supprime, on les enlève, on les remet. Enfin bref, on n'y comprend plus rien. On va essayer de démêler le vrai du faux dans un instant. Et la question que l'on se pose, que l'on va se poser ensemble dans un instant avec vous, chers amis auditeurs d'ailleurs, parce que vous avez plus que jamais la parole dans cette émission. 01 40 33 9000. Est-ce que les gilets jaunes, quelles seront les conséquences de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Terrible a priori. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus, Faiza Ben Mohamed, journaliste et militante, et Abdeslam Itache, qui est directeur technique de centre sportif. Où ça d'ailleurs? On peut le dire ou pas? En région Île-de-France. En région Île-de-France. Ah ouais, monsieur se cache. Bon, très bien. Alors, on va parler de cacophonie parce que là, c'est vraiment le mot qui est adéquat pour le coup. Extrait. Nous ne renonçons à rien puisque ces mesures sont maintenues. Je vous dirai aussi le fond de ma pensée, comme toujours avec vous. Je me réjouis qu'elles soient maintenues, ces mesures. Je suis venu sur ce même plateau expliquer que ces mesures étaient bonnes et qu'elles nous permettaient d'accélérer la transition écologique. Pourquoi est-ce qu'elles ont été rétablies? Parce que les députés de La République En Marche ont protesté. C'est vrai? Tant mieux. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais c'est tout à fait vrai. Les députés ont protesté, ont dit que tout cela n'était pas une bonne idée, qu'il fallait maintenir ces mesures.
Ils ont raison. La victoire, en tout cas, est dans le changement de tonalité, parce que vous vous souvenez qu'au début, le gouvernement voulait absolument pas entendre raison sur le fait qu'il faille effectivement répondre aux revendications des Gilets jaunes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gouvernement d'experts et d'économistes qu'on nous avait vendu fait preuve d'un amateurisme absolument total. On annonce des mesures et puis on les retire, puis on annonce qu'elles sont rétablies, et ce, à peu près dans l'intégralité des domaines. Bon. Vous l'expliquez comment ? Je l'explique par leur amateurisme, par le fait qu'ils n'ont aucune vision globale, parce qu'en réalité, ils savent pas où ils vont. Ils réagissent à une actualité, mais ils n'ont pas une idée précise de là où ils veulent mener le pays. C'est un petit peu, effectivement, à ce à quoi ça ressemble, hein, cette cacophonie gouvernementale, donc, de ce gouvernement, donc dans la crise des Gilets jaunes. Alors, Abdeslam, là, on n'y comprend plus rien. On y va pas, on recule, on y retourne, enfin, ça... C'est le meilleur moyen que les Français ne s'y retrouvent pas, en tout cas. Bon, ça te fait penser peut-être au couac, au couac au pluriel qui se produisait à l'époque du mandat de François Hollande. Écoute, il y a des ajustements, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, il faut décoder tout ça, faut voir ce qui en sortira, mais en effet, le problème, ils ont pas le temps d'attendre, les gens, ils veulent du concret, là. Non, ils veulent une réponse immédiate, et il faut absolument que les citoyens aient pleinement satisfaction au 1er janvier, sinon ça va repartir, et je pense qu'à ce moment-là, les gens seront inconsolables et ne seront plus du tout dans la patience, et tels qu'ils le sont là à l'instant, puisque depuis la déclaration, on voit quand même j'ai envie de dire un apaisement. Je vais préférer en parler. Soyons prudents. Une attente. En tout cas, ils attendent de voir. Faiza, c'est la journaliste à qui je m'adresse là. Est-ce que tu as réussi à décrypter un petit peu tout ce bazar? Tout ce qu'on arrive à comprendre, c'est que le gouvernement fait des annonces toujours dans l'urgence, sans les avoir réfléchies avant et sans avoir pensé aux annonces qu'il avait faites avant. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans quelque chose qui n'est plus réfléchi. Là, le gouvernement répond à chaque fois à l'opinion publique. À 15h30, on nous annonce que les mesures qui concernent notamment l'étendue du chèque énergie qui était censé aider un maximum de familles dans le paiement de leur facture d'électricité et de gaz, était maintenant plus d'actualité, et que le gouvernement revenait dessus dans la mesure où le président Macron avait fait d'autres annonces après. À 19h20, vous avez des députés qui sont en train de défendre cette suppression de la mesure en direct sur BFM, et en même temps Matignon annonce que finalement il rétropédale. Il rétropédale pourquoi ? Parce que l'opinion publique, notamment les réseaux sociaux, ont crié au scandale. En fait, le gouvernement s'adapte à l'opinion publique au fil des heures. On n'est même pas sur des longues durées, c'est au fil des heures. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je te raconte de plus? Même Marine Le Pen te dit que c'est des amateurs, donc non, c'est des amateurs. Si on dit ça, c'est peut-être marrant d'utiliser ce terme-là, mais ça fait peur, quoi. Quand on voit qu'ils sont quand même à la tête d'un pays où il y a d'énormes difficultés, quand on voit qu'il y a une pression permanente avec les gilets jaunes, même si les médias s'amusent à faire croire que tout va bien, il y a presque plus de gilets jaunes. Hein, ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir noter. Non, je pense qu'ils sont dans une situation extrême et que c'est humain parce que ils veulent trouver des solutions pour calmer les uns et les autres, mais ils ont aussi des obligations vis-à-vis de certains lobbies. Donc le tout réuni donne ce genre de couac, et puis à partir de là, nous en tant que spectateurs, ça nous désole parce que la situation n'a pas l'air de se régler, et je pense pas qu'elle va se régler avec un gouvernement qui ne sait pas quoi faire réellement, et comme le disait Marine Le Pen, qui n'a pas de vraie vision, et qui en fin de compte aujourd'hui s'aperçoit que même sa propre majorité n'est pas d'accord avec lui. On va essayer de faire le point, si vous permettez, parce que c'est important, il faut qu'on soit concret aussi en même temps, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce que nous on a compris, ce qu'on a eu du mal à comprendre en tout cas. Alors imaginez-vous le grand public, quoi, je veux dire, qui n'est pas au fait de l'actualité comme ça, comme nous le sommes, plongé dedans H24, j'ai envie de dire. Alors le SMIC, 100 €. Ça, c'est acté, c'est bon, c'est via la prime d'activité, hein, on est d'accord? Dites-moi si je me trompe. Donc 100 € d'augmentation à partir du mois de février. Là, on est clair, on est bon. C'est pas pour tout le monde, c'est pas à partir du mois de février, c'est à partir du mois de janvier, parce que la CAF paye en février les prestations du mois de janvier. C'est pour ça que je dis février, c'est parce que ça arrive dans vos comptes en banque à partir du mois de février. C'est qu'une catégorie de... Ça concernera, alors, les chiffres, moi, ils sont pas les mêmes. Alors, je sais pas si t'as des chiffres, Faiza, sur le nombre de personnes concernées. Oui, alors à la base, sont concernés par cette augmentation de la prime d'activité dans les conditions telles qu'elles étaient auparavant
3,8 millions de Français. Seulement, le gouvernement a annoncé vouloir l'étendre pour atteindre le chiffre de 5 millions de Français. Ouais. Alors moi je me pose une question, Abdeslam, toi qui est un peu dans le milieu de la politique là. Finalement d'augmenter le... il est dedans, il est même dans la majorité. Ouais, faut le dire. 100 euros, faut assumer sa position. 100 euros d'augmentation. Alors, il a du mal. Via la prime d'activité, j'en veux bien. Mais est-ce que ça va pas faire payer des impôts à ceux qui n'en payaient pas? Et est-ce que ça va pas réduire c'est-à-dire on te donne d'un côté, on te reprend de l'autre, par exemple en te supprimant l'APL. Alors tu soulèves un vrai problème. Ah bah oui, je suis là pour ça. Qui est que lorsque l'on augmente les ressources des citoyens, forcément, ils se retrouvent au plafond, où ils dépassent le plafond et du coup ils n'ont plus de droits. Ce qu'il faut absolument, c'est déplafonner et permettre justement à ces personnes de pouvoir continuer à percevoir les prestations sociales malgré le fait qu'ils aient une augmentation de salaire liée aux propositions il faudrait parce que mais je voulais juste répondre à Faiza tout à l'heure qui disait que on répond dans l'urgence, mais la situation est urgente et il y a une urgence sociale aujourd'hui, mais et aujourd'hui, pendant quelques urgence, temps, ça veut pas dire amateurisme, Abdeslam. Pendant quelques temps, alors je vais te répondre aussi, Christophe. Pendant un bon moment, on a laissé entendre ou supposer que le président de la République n'entendait pas les citoyens. Aujourd'hui, il y a une réponse à l'opinion publique. Faiza, c'est ce que tu as employé comme terme, l'opinion publique. Mais aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République essaient de répondre à l'opinion publique. Donc du coup, on a alors il y a peut-être une réponse populiste, je peux l'entendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas d'un côté reprocher au gouvernement de ne pas entendre les revendications et de l'autre être à l'écoute des différentes demandes, parfois loufoques, et essayer d'apporter des solutions. Voilà, aujourd'hui la cacophonie, elle existe. Moi-même, j'y perds mon latin. Encore tout à l'heure, il y avait la sortie du Conseil des ministres. Je ne sais même pas ce qui a été décidé et où est-ce qu'on en est. Donc tu vois, alors justement, on est là pour ça, pour faire un peu le point sur tout ce qui a été annoncé et tout ce qui a été aussi peut-être volontairement mis de côté. Alors pour donc le SMIC, ça on est d'accord, et on faudra en tout cas surveiller de très près ce que ça va avoir comme conséquence. Il faudrait déplafonner. Et déplafonner, évidemment. Oui. Pour les heures supplémentaires, alors là par contre il y a un petit changement, Faiza, je crois, parce que le maire il a laissé entendre ce matin qu'elles ne seraient pas défiscalisées, ces heures supplémentaires, comme on l'avait entendu au départ. Alors moi, c'est ce que j'ai entendu aussi ce matin dans son interview chez Bourdin. Seulement, c'est pas du tout ce qui a été annoncé par le président Macron. Oui, donc il y a problème là, encore une fois. Les heures supplémentaires seraient défiscalisées. Détaxées et défiscalisées. Oui, mais le maire n'a pas dit ça ce matin. Il n'a pas expliqué, ce que n'a pas précisé Emmanuel Macron, c'est si elles étaient défiscalisées uniquement pour l'employé, donc détaxé, détaxé, et si le patron continuait quand même de payer ses charges sociales sur ses primes, donc ses heures supplémentaires. Du coup, en fait, Macron a fait une déclaration qui peut-être sur le moment nous a paru très claire, parce qu'on a cru comprendre un certain nombre de choses. Et en fait, dans la minute qui a suivi, quand il a terminé, quand tu commences à chercher comment ça va être mis en place, et ben en fait tu comprends plus rien. Mais c'est ça qui moi, si je peux me permettre, c'est ça que moi je trouve que c'est malhonnête vis-à-vis des Français, surtout par rapport aux attentes. C'est ça. Quand on voit que les gens, il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement compliquée, on va pas le rappeler encore. Je pense qu'ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'en France, il y a des gens qui meurent de faim, meurent de difficultés X ou Y, et de faire des annonces comme ça, sans rentrer dans le détail, franchement, c'est pas digne de la part d'un président. C'est même pas de l'amateurisme. Même moi qui pensais qu'il était un petit peu honnête. C'est pire que de l'enfumage, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté parce qu'il ne donne pas les indications. Et il faut attendre les experts pour comprendre qu'en fin de compte, c'est pas tout à fait 100 euros, que ça va pas toucher tout le monde. Les heures supplémentaires, c'est pas tout à fait ça. Donc en fin de compte, il faut pas être naïf. C'est des gens qui gagnent du temps, qu'ils essaient de trouver des solutions parce qu'ils veulent pas piocher. Le temps ne joue pas en leur faveur. Ah bah oui, ça fait 30 ans, donc alors je ne crois pas que le encore plus. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des morts, c'est qu'il va y avoir encore des morts malheureusement, parce que il a pas l'air de comprendre que la dynamique elle est nationale et qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Justement, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les conséquences au-delà de ce mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas l'air de s'estomper comme voudraient nous faire croire d'ailleurs les médias. J'étais assez effaré de voir que dès dimanche matin, on avait des reportages de résumés du mouvement depuis le 17 novembre. En nous faisant croire, en tout cas en essayant de faire croire à l'opinion publique que le mouvement était terminé, que ça y est, il y avait quasiment plus personne dans les rues, ils ont évacué les ronds-points, que c'était terminé. Non, attention, c'est loin d'être terminé, et je pense que là, au-delà de ces gilets jaunes,
Je pense que vraiment c'est un peuple français qui est extrêmement fatigué de toutes ces promesses non tenues, de tous ces mensonges depuis une quarantaine d'années auxquels on a dû faire face. On va prendre l'avis de nos auditeurs, si vous permettez, avant de parler des conséquences de ce quinquennat. Il lui reste quand même pas mal de temps à Emmanuel Macron. 2 tiers. 2 tiers, c'est ça, ce qui est quand même pas mal. Géloul de Corbeil-Essonnes, salut Géloul. Salut Christophe, bonsoir aux chroniqueurs. Bonsoir. Je crois que le gouvernement il confond pas mal de choses. Et ce que réclament les Français, c'est de la justice sociale. Ils n'arrêtent pas de le dire depuis le début de cette histoire. C'est pas valable que pour le peuple. Ils réclament aussi de la justice sociale, mais vis-à-vis d'eux aussi. Quand on voit toutes les dépenses qui sont, toutes les enveloppes qui sont octroyées pour les gens qui nous gouvernent, que ce soit les sénateurs, les députés ou les ministres, quand on voit tous les avantages qu'ils ont, contrairement à nos pays voisins. Mais on parle d'évasion fiscale ou pas? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que j'ai vu un rapport là qui est absolument effarant. Mais c'est incroyable. Vous voyez les dépenses de 300 millions. 300 millions d'évasion fiscale, c'était de l'argent qu'on pourrait récupérer, ça. C'est pour ça que c'est frustrant, parce que ils veulent pas chercher l'argent. Ce sont des Français qui vont placer leur argent dans des paradis fiscaux. Et en attendant, nous, on a besoin d'argent. Ils nous sortent des 10 milliards de je ne sais pas combien pour faire plaisir ou donner des petites sucettes au peuple. Mais ils vont le sortir où, l'argent? Il est où? Non mais, c'est de l'argent public. En plus de ça, quand vous voyez en Allemagne ou dans les pays scandinaves, des membres du gouvernement ou des députés qui se rendent dans l'Assemblée en vélo ou en taxi ou je ne sais comment, et que nous, les nôtres, ils sont obligés de prendre des Falcons pour aller je ne sais où. À l'Assemblée nationale, non, ils ont un pass Navigo. Non, ils prennent le métro. Je peux te dire parce que j'ai vu Éric Coquerel, pour ne rien vous mentir, qui est arrivé en métro. Je vous assure que c'est vrai. Le seul prix, l'un des privilèges qu'ils ont, c'est le pass Navigo et ils prennent le métro pour ils ont des avantages à Bestamont. Oui, bien sûr. Non, mais c'est la grande majorité, je vous assure, la grande majorité, ils ont des chauffeurs, ils ont des voitures, ils ont des retraites, des bonnes retraites. Des retraites, des salaires à vie. Nous, quand on se fait virer parce qu'une boîte ferme, on va pointer aux acédiques. Tandis que eux, quand vous voyez que Giscard, il touche encore son salaire depuis qu'il était président. C'est tout ce qui concerne les privilèges des hommes politiques et des anciens de gouvernement. À l'époque de Louis XVI, là, tout ça, là, faut que ça arrête, faut que ça soit fini. Et ils nous demandent de faire des efforts, mais ils commencent par eux. Mais je crois qu'il y a eu des revendications dans ce sens-là, mais ils les ont mis de côté parce que c'est pas des priorités, mais c'est des choses auxquelles, en termes d'exemplarité et d'exemple, qu'il faudra tôt ou tard mettre en avant et abolir une bonne fois pour toutes. Ça fait partie de la justice sociale qui est réclamée par le peuple aussi. Merci Djeloul, merci à toi en tout cas pour ton appel. Du côté de Corbeil-Essonnes, oui Abdeslam. Moi si tu permets, alors j'ai entendu plusieurs choses. Beaucoup sont justes, mais quelques précisions. Et à juste titre, et on est légitime lorsque l'on demande la justice sociale, elle est plus que nécessaire, elle est indispensable. J'entendais parler des voisins. Les voisins, on peut aller voir le SMIC allemand. Il est bien en deçà du SMIC français et le SMIC espagnol aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours un problème de salaire, mais c'est un problème de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que en Espagne on arrive à vivre avec 1200 euros et en France, avec 800 euros, pardon. Je suis pas certain, ça c'est toi qui dis ça. Oui, mais c'est le SMIC espagnol. C'est comme en Allemagne. Ils ont des petits salaires, il y a de plus en plus de pauvres. Ça c'est l'image que certains hommes politiques donnent de l'Allemagne. On a tendance, un pays extraordinaire, on adore comparer la France et l'Allemagne, mais le fait est que le SMIC allemand, il est bien en deçà du SMIC français. D'accord. Oui, mais est-ce qu'ils se font allumer sur les radars? Est-ce qu'ils se font allumer sur toutes les taxes? Peut-être pas. Tout ce qui arrive ici et tout. Peut-être pas. Mais ce que je veux dire, les Français, ils en ont ras-le-bol. Faiza, juste une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que un entrepreneur, une entreprise, lorsqu'elle produit, elle intègre sa masse salariale dans le coût de fabrication, et que forcément, lorsqu'elle a, ça n'est pas l'unique coût d'un produit fini qui sort des chaînes. Il y a la masse salariale, il y a la matière brute, il y a le local, il y a les charges sociales et les locaux commerciaux et autres et la communication. Mais ce que je veux dire, c'est que plus la masse salariale est importante, plus le coût du produit fini lorsqu'il sort des chaînes est important. Donc forcément, en termes de concurrence, on est moins bon que les Allemands. Je suis pas en train de dire qu'il faut baisser. Je suis pas en train de dire qu'il faut baisser les salaires. C'est pas vrai du tout, parce qu'il faut savoir que les salariés français sont les plus productifs en Europe, malgré tout ce que tu viens d'énumérer. Peut-être bien, mais c'est pas peut-être bien, c'est factuel. Nadir, dans tous les cas, alors on produit peut-être plus, mais le produit quand il sort de la chaîne, il coûte beaucoup plus cher.
Ah bah alors, donc voilà, donc à l'État de voir là où ça va pas. Et je pense pas que ça va au niveau des salariés. Donc c'est pas la masse salariale on est bien d'accord à dire que ça induit sur la compétitivité. Forcément, un produit lorsqu'il sort des chaînes françaises coûte un petit peu plus cher que lorsqu'il sort des chaînes chinoises. Messieurs, il y a un sondage qui risque d'inquiéter le gouvernement français et qui tombe d'ailleurs en ce moment même. Je viens de le voir là, à l'instant. 70% des Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes. Ah bah ça a augmenté. Mais 70%. Ah bah tu vois, donc ça démontre qu'il y a vraiment... Là, à 17h10, mercredi 19 la semaine dernière, décembre... c'était à 57%. Donc là, on est passé à 70%. Donc tu vois, ça monte. Donc là, il y a un réel problème, un réel souci. On a l'impression finalement... Ça monte pourquoi est-ce que ça a monté par rapport à la semaine dernière? C'est important d'interroger la responsabilité de cette cacophonie et de ces cafouillages c'est ça, absolument, récurrents. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on a fait un sondage juste après les annonces d'Emmanuel Macron, et ben les Français étaient un peu comme nous, ils ont cru que Emmanuel Macron avait fait des annonces honnêtes, claires, précises et que c'était réglé. Au revoir, voilà, on a augmenté le SMIC, machin. Après, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que c'était pas ça. Un peu à l'image de comme Vinci hier. Le gouvernement fait pareil. Ah, t'as flippé, hein? T'as flippé, Faiza, hein? Mais je vous jure qu'il m'aurait écrit, j'aurais pas payé 1 centime. 1, parce qu'il y avait des panneaux péage gratuit. 2, parce que j'ai grave voyagé. Non, mais pourquoi, d'après vous, ils ont renoncé, Vinci? D'après vous? Il y a 2 options. La première, parce que ça gonflait. Non, parce un gros tollé. Il y a pas que ça. Ça pouvait rallumer la flamme, oui. Donc sûr. Macron a dû dire, écoutez, j'ai déjà des problèmes avec les gilets jaunes, là, je suis en train d'étouffer l'affaire, donc le temps ne joue pas en la faveur du gouvernement. Mais il n'y a pas que ça, parce que Vinci, en faisant son calcul pour rechercher à récupérer son argent, allait perdre plus d'argent que de l'argent qu'il était capable de récupérer. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, alors ce sondage qui tombe plutôt mal nous laisse à poser la question aujourd'hui, quelle est selon vous, Faiza, Nadir, Abdeslam, les conséquences qu'aura ce qui n'est pas encore terminé, ce qui est loin d'être terminé, cette grosse crise que traverse notre pays au travers du mouvement des Gilets jaunes, quelles conséquences cela aura sur la fin du quinquennat? D'ailleurs, j'ai failli dire référendum, vous voyez. La fin du quinquennat. Ça démange, on le sait. D'Emmanuel Macron. Le RIC qui est apparu. Faiza, est-ce que Emmanuel Macron là peut terminer tranquillement son quinquennat ou pour toi il est terminé? Moi, je pense pas que son quinquennat est terminé. Je pense qu'il va aller au bout. Mais au niveau national. Quand je dis terminé, ça veut pas dire qu'il va être exclu demain ou il va démissionner. Ça veut dire qu'il pourra plus rien faire. Il a aucune marge de manœuvre. Moi, je pense que voilà, au niveau national, il est les pieds et les mains liés parce que l'opinion publique maintenant et les gilets jaunes et le mouvement et tous les Français qui se révoltent contre sa politique, ils ont compris comment maintenant ils pouvaient faire pression sur lui. Mais au-delà de ça, au-delà du niveau national, il y a le niveau international, l'image qu'a renvoyé la France au niveau mondial pendant ce dernier mois, elle est calamiteuse. La couverture médiatique, les violences policières, l'utilisation des flashballs, des gaz lacrymogènes, la répression, les scènes d'émeutes, ça c'est quelque chose qui, pour quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui s'est évertué depuis le début de son mandat à montrer sa puissance au niveau international, le montrer qu'il était l'homme de la situation en Syrie, sur le conflit russe, il s'est imposé en tout cas il s'est mêlé de tout, même en Afrique. Au niveau avec Donald Trump, maintenant là il est ridiculisé parce que il n'a pas réussi à contenir un mouvement social et que ce mouvement social a donné une image calamiteuse de toute la France. Trump il est MDR pour le coup. Christophe, si je peux me permettre, en ayant écouté un petit peu certains propos d'économistes dans les médias, là on peut parler de tout, de nouvelles propositions, de solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique. Tu sais c'est quoi la vraie solution magique? C'est quoi la vraie solution? Allez. Les économistes le disent. On parle de la dette publique. Tant que la France ne règle pas le problème de sa dette publique et des intérêts qui vont avec, tu ne pourras rien faire. Comment on fait pour la régler la dette publique? Ah bah si, comme Macron le faisait au départ. 2300 milliards. Voilà. Macron jouait les durs au départ. Ah bah qu'il aille jouer les durs avec les vrais. Et les vrais, tu sais c'est qui? C'est les lobbies. Qui tient la dette publique en France? Les banques. Ce sont ses amis, on le sait. Il va pas tant qu'ils s'attaquent pas à eux et qu'ils le montrent pas auprès des médias, des Français, on fera rien parce que la vraie solution, je rappelle le cas de l'Islande il y a quelques années, qui avait eu le courage de dire aux banques ça suffit. On fait passer la vie humaine avant l'argent. Ils ont réussi à faire annuler une partie de leur dette, qui les a mis dans la difficulté très rapidement, mais qui au bout d'un certain nombre d'années a permis de revenir à zéro, de ne plus dépendre des banques. Donc moi je dis à monsieur Macron un peu de courage, soyez vraiment jupitérien, allez taper là-haut c'est les lobbies, et faites en sorte soit d'effacer complètement la dette, c'est quand même quelque chose de très gros, ou alors simplement les intérêts.
Et après, on parlera de l'endettement aussi des Français. Tant qu'on s'attaque pas à ça, on peut parler de tout, 100 euros par-ci, 100 euros par-là, défiscaliser. Ça va rien régler sur du moyen et du long terme. Alors, Faiza, juste pour terminer notre partie concrète, à propos des chèques énergie, parce que là, il y a eu cafouillage aussi hier. Encore oui ou non, est-ce que c'est étendu ou pas? Pour l'instant, oui, ça reste étendu. Le gouvernement est revenu sur sa décision d'annulation. Donc, a priori, il faut aller... Alors, j'ai plus le site internet en ligne pour le demander. Mais en fait, le gouvernement, si vous voulez, ne fait pas la démarche, en tout cas lui-même, de donner ce chèque énergie à tous ceux qui sont éligibles. Il faut que vous fassiez la demande par internet, parce qu'ils savent très bien que personne ne va faire. Donc, a priori, ceux qui l'étaient vont le rester, quoi. Ils n'ont pas besoin de faire de démarche. Oui. Ouais, d'accord. Pour les nouveaux, par contre, ils vont pas en faire une grosse pub, ça c'est clair. Est-ce qu'on a des petites nouvelles concernant les augmentations du gaz, de l'électricité, tout ça c'est suspendu, gelé, terminé? Tout ça c'est gelé sur l'année 2019, ouais. Sur l'année 2019. Voilà, donc on peut parler de moratoire. C'est juste l'augmentation. Alors c'est pas toutes les taxes. L'augmentation prévue. L'augmentation qui était prévue en 2019. C'est tout. Donc ça veut pas dire que le prix du gaz et de l'électricité va baisser, ça veut dire qu'il est maintenu. Ouais, c'est ça. Comment va-t-il faire, Nadir, s'il y a une grosse crise à l'international, ce qui peut arriver aussi, et que le pétrole augmente de manière considérable? Comment il va faire pour maintenir les taxes, le prix du gasoil à ce prix-là? Mais je viens de te répondre en partie. Tant qu'il s'attaque pas au vrai problème, ce qui plombe la France, la dette publique, ses intérêts, la dette au niveau du FMI, on réglera pas les problèmes. Donc s'il n'a pas le courage par rapport à tout ce qu'il a pu dire, on n'y arrivera pas. Il fera encore des petites mesurettes comme ça pour satisfaire les uns et les autres et faire croire qu'il a entendu le message. Mais il y a quand même beaucoup d'oubliés dans cette histoire. On parle des fonctionnaires, on parle des retraités, on parle des chômeurs. Ils sont complètement oubliés par les annonces gouvernementales pour le coup. Alors là, on avait des mesures qui concernaient uniquement les travailleurs, qu'on soit bien clair. Et là, pour l'instant, les travailleurs au SMIC. Ce qu'on peut... Oui, voilà, oui, les travailleurs pauvres. Oui. Parce qu'il n'y a rien pour les pauvres qui n'ont rien, qui ont pas de travail. Mais les retraités qu'il a ponctionné vraiment de manière drastique, il n'y a rien pour eux. Et ils sont les laissés pour compte. Il n'y a rien pour les plus pauvres et c'est précisément eux. En plus, moi là, tout à l'heure, je suis passée, il y a un rond-point ici qui est occupé par les gilets jaunes. Je me suis arrêtée avec mes enfants. Tu n'as que des retraités, des très jeunes, je pense, qui ont peut-être pas encore travaillé, mais qui du coup peut-être galèrent à trouver leur premier taf. Mais là, tu sens vraiment que c'est des gens qui sont en extrême précarité. C'est pas c'est même pas des travailleurs au SMIC. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. La semaine, donc qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à perdre, qui n'ont probablement rien à manger et qui sont là. Castaner, il a raison de vouloir évacuer les ronds-points. Là, maintenant, ça suffit. Stop. On discute. Abdeslam? Oui. Oui. Oui, ma réponse est oui. Moi, je voulais juste revenir sur. Mais pourquoi? Attends. J'ai lu pas ta question. C'est un truc de dingue. Non, mais oui. Ça aussi, c'est de la com. Non. Ça, c'est de la com pour satisfaire un public qui est à droite ou à l'extrême droite. Je crois avoir eu une réponse franche. J'ai dit oui. J'ai pas éludé la question. J'ai pas cherché à faire une réponce longue sur le temps. Pourquoi on doit faire ça? Je vais t'y répondre parce que on est tous bon enfants. On est dans un état de droit et que force revient à la loi et qu'à un moment on peut pas occuper de manière sauvage des ronds-points, nuire à la liberté de circulation des uns et des autres. C'est des vrais blocages. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais la plupart c'est pas des vrais blocages. Christophe me pose une question claire. J'y réponds de manière claire. Je ne peux pas me reprocher de faire de la langue de bois ou d'éluder la question. Donc, je vais répondre. On débloque les ronds-points. Oui, voilà, on débloque les ronds-points. Voilà. Absolument. Et on discute. Oui. Ou pas. Oui, bien sûr qu'on discute. Évidemment. Évidemment. On débloque un peu la caisse. Non, mais évidemment qu'on discute. Mais on aurait dû commencer à discuter depuis le début. Ça aurait évité ça, pardon, c'est pas la faute des gilets jaunes, hein. Excuse-moi. C'est le gouvernement qui a gardé le cap et qui a pas voulu discuter au début. Écoute, les torts sont partagés. Ah non, Christophe, tu peux pas me... Ça, c'est pas de la langue de bois. Pendant 3 semaines, ils sont restés dans leur bureau en disant, on garde le cap, on change rien, vous pouvez il a fallu attendre le 1er décembre. C'est quoi ce retour à l'ordre moral? Je peux quand même avoir un avis différent. 1er décembre, il y a eu une casse extraordinaire et ça a tout changé. Quand on a invité à la table d'un ministre, enfin d'un ministre de l'environnement ou du Premier ministre pour justement discuter toutes ces choses-là et qu'on a des référents autoproclamés et on pourra revenir sur le terme autoproclamé de référents autoproclamés. Je parle des gilets jaunes. Oui, gilets jaunes qui boudent justement cette rencontre et qui ensuite paradoxalement se plaignent de pas avoir
tribune pour pouvoir discuter des revendications. Bon, franchement, moi je trouve ça un peu. Messieurs, on est de retour dans un instant. Je voudrais bien reprendre la parole. Oui, il y a pas de problème. Tu vas la reprendre. Il y a pas de problème. J'ai passé un petit coup de fil d'ailleurs. On vous fera écouter ça à Céline, qui tient elle un blocage, mais d'une manière un peu différente. Ça se passe près de Genève, enfin à la frontière, près de Genève, en Haute-Savoie, dans le 74. Des gilets jaunes à qui on a voulu passer un coup de fil. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Abdestamitash, avec Faiza Ben Mohamed, avec Nadir Kaya, ils sont avec nous, avec vous, messieurs, dames. Abdestam, bouge pas, tu vas reprendre la parole, mais il y a juste Méziane qui nous attend depuis 20 minutes, le pauvre. Ah, on va le prendre quand même. Bonjour Méziane. Oui, bonjour, je suis pas pauvre, hein, je suis riche. Non mais, ça personne n'est parfait. Bonjour à tous. Je suis riche de bonnes intentions. Attends, tu veux attendre encore un peu, Méziane? Non, mais y a pas de problème, hein. La pauvreté les riches, ils ont le temps. Ouais, non, je suis riche de bonnes intentions. Oui, bien sûr, oui. Bon, alors, tout simplement, moi, je voudrais tout simplement dire que pour Macron, les carottes sont cuites, hein. Oui. Il a cassé la corde, son premier de cordée, il va être tout seul, tout en haut de la corde. Mais comme il n'y aura plus personne derrière lui, eh ben, il va être perdu. Là, ils sont dans la panique. C'est pour ça qu'il y a une cacophonie. Le matin, ils disent un truc, l'après-midi, ils en disent une autre, et le lendemain, ils changent encore. Et ils essayent de rattraper un petit peu de ramasser un petit peu les miettes du vase qu'ils ont cassé, quoi, pour essayer de le rafistoler. Mais ça sera toujours que du rafistolage. Et par conséquent, son quinquennat est fini. D'un point de vue, philosophique et moral. Donc, ils vont essayer de se raccrocher aux branches, parce qu'ils lâchent pas comme ça, bien entendu. Parce que c'est un monsieur pour qui tout lui a réussi. Et il a perdu le sens de l'humilité et des réalités. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il, l'ancien ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même. Gérard Collomb, ouais. Voilà, il l'a côtoyé de près, alors que c'était un de ses premiers soutiens. Mais au bout d'un moment, il a dû voir qu'il a les chevilles qui ont enflé. Non mais lui il doit respirer. D'ailleurs, j'ai quitté le navire, j'ai quitté le bordel avant que ça soit trop tard. Colomb pour le coup. Il avait prévu que les Français allaient s'affronter. Oui, en fait, il parlait des musulmans, mais il oubliait les jaunes. Je crains que aujourd'hui nous vivons. Je suis d'accord, les rats ont quitté côte à côte, et je crains que demain nous vivions face à face. Ah bah voilà, il parlait des jaunes sans savoir. Je peux juste rajouter un petit truc. Ouais. C'est qu'il pourra pas échapper, à mon avis, je le souhaite aussi, au RIC en toute matière. Parce qu'il y a quelque chose qui sera irréversible, c'est que les gens ont compris que la mondialisation n'est pas bénéfique. Malheureusement, je voudrais que l'humanité soit une et indivisible, mais là, ils nous ont fait dans cette mondialisation une compétition de chacun de tous contre tous. Donc, on nous a mis en concurrence, c'est l'individualisme total. Ce qui est le paradoxe, parce que quand on parle de mondialisme, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières, on est tous frères. Ouais. Et alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, Monsieur Macron, avec tout le respect que je lui dois, il a tenu des propos humiliants pour le peuple français, et il n'a pas du tout la notion, à part la comptabilité, la gestion bancaire ou de start-up, mais il n'a pas du tout la notion de la sociologie ni de la philosophie. Merci Méziane, merci. Humaine, Bon, Abdeslam, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais réagir. Ouais. Alors, pour le coup, je vais répondre en partie à Méziane. Je le remercie pour ses précisions. Il disait que la corde était rompue. L'idée même du premier de cordée, c'était justement d'entraîner les autres vers l'ascension. Bon. Ouais, non, excuse-moi, c'est loupé. C'est loupé. Pour le coup, ça a été, pour le coup, très loupé. J'espère qu'elle n'est pas rompue. Et tu sais, je vais dire une chose, Christophe. À mon parti, je préfère mon pays. Et moi, j'ai envie qu'Emmanuel Macron réussisse. Pour les citoyens. Mais vraiment, je te remercie. Déclaration d'amour, c'est magnifique. Mais bien sûr. Mais j'ai mettre la Marseillaise. Mais j'ai envie qu'il réussisse, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, il parlait du manque d'humilité d'Emmanuel Macron. Est-ce que François Fillon est quelqu'un d'humble? Est-ce qu'on peut le définir comme quelqu'un d'humble? Est-ce que Mélenchon est quelqu'un d'humble? On a eu le dernier épisode. Je vais pas vous faire encore la scénique, mais je pense que dans le milieu politique, je vais répondre à Méziane. Vous savez comment un homme politique se suicide? Il saute du haut de son ego. Voilà, ça c'est la réalité. Maintenant, moi je voulais juste revenir sur le prix du baril. Christophe, tout à l'heure tu posais la question. Transition. Non, je vais y répondre parce que j'ai pris quelques notes et je vous ai écouté religieusement et j'ai pas voulu vous couper. Mais tu disais nous tout à l'heure. Nous sommes que mercredi, Abdeslam. Oui.
tout à l'heure, tu parlais justement du prix du baril, du risque de cette flambée qui ferait que de fait le prix du carburant à la pompe augmenterait et que du coup il n'aurait pas de marge de manœuvre. C'est ça. Bien sûr, mais parce qu'il faut apporter une réponse mondiale. Mais je suis désolé, mais lorsque Donald Trump met un embargo sur l'Iran, qui est un pays producteur de pétrole, ça fait qu'il a beaucoup moins de barils sur le marché. Et donc forcément, c'est le principe de l'offre et de la demande. Et quand il y a moins de barils sur le marché, eh ben forcément, ça fait monter les prix. Oui, mais quand il fait ça en accord avec l'Arabie Saoudite, en contrepartie, il demande à l'Arabie Saoudite de produire plus. Produire autant. Voilà. D'accord. Donc quand ils lancent ce genre de truc, ils anticipent bien avant. Mais ça, ils vont pas se mettre une balle dans le pied. Certitude que l'Arabie Saoudite justement en produit beaucoup plus? À la demande des Américains. C'est la vache à lait. Il l'a déjà dit officiellement, il l'a dit ouvertement. Vous êtes à la solde. Il pompe l'Arabie Saoudite et c'est lui qui décide est bien d'accord de ce qui sort par jour. Est mondiale et que la nécessité de sortir justement du pétrole et d'abord la réponse est mondiale. Même si demain 60 millions ou 40 millions de Français passaient à la voiture électrique, la transition énergétique aussi elle est mondiale. Et jusqu'à preuve du contraire, ils y arrivent toujours pas. Nadir, tu ne m'écoutes pas. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit que la réponse elle devait être mondiale. Et même si les Français demain passaient à 40 millions d'automobilistes en électrique, ça n'influerait pas sur le prix du baril. C'est l'utopie de parler de mondial, c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on fait croire, c'est ce que disait le monsieur tout à l'heure quand on parlait de mondial. Tout est mondial. Non, tu sais quand ils utilisent le terme mondialisation, c'est du pipeau pour faire croire, comme le disait justement Mziane juste avant, que la mondialisation allait servir au plus grand nombre. C'est totalement faux. Ça, c'est du pipeau. Il y a toujours un rapport de force, il y a un dominant et des dominés. Moi, je te dis seulement que dans toute époque, la République n'a pas dans toutes les époques, il y a des dominés et des dominants. Ça, on avait remarqué. Oui, non, mais donc, nous faire la lutte des classes, non, pas du tout. Moi, je suis pas à gauche. T'as bien retenu ta leçon, t'as coché toutes les cases. Là, non, c'est pas ça. Mais je t'ai dit, moi, je suis ni à gauche ni à droite. C'est un de mes défauts. Bien au contraire. Mais pour moi, quand je vois la mondialisation, c'est du pipeau, comme le rappelait Méziane. C'est que ça ne concerne que les riches, que les puissants. Moi, je te dis juste une chose. En termes d'échange, en termes de... La réponse est mondiale. Faïza. Et tout à l'heure par rapport, Christophe, j'attends qu'ils aient fini de se disputer, après j'interviens. Par rapport justement à cet élan de sympathie à l'égard des Gilets jaunes où ça aurait augmenté de 70%, on est bien d'accord que les couacs ne profitent pas au gouvernement. Justement parce que les gens ne savent plus et ils ont l'impression, à juste titre ou à tort, qu'ils se font enfumer. Et Nadir, je ne suis pas... Non mais écoute, ça sera pas à moi d'arbitrer. Vous avez fait le choix de dire à juste titre, c'est votre idée. Bah oui. Mais merci. Ce que je veux juste dire, Nadir, moi aussi, figure-toi, et je paye aussi des impôts, donc j'ai aussi le droit d'exprimer une opinion. Ce que je veux juste te dire, tout à l'heure, Nadir, tu disais que justement le gouvernement jouait avec le temps. Non, le temps joue en sa défaveur. Et tu le vois bien parce que plus ils vont tarder à répondre, plus ça va enfler. Et plus ça va enfler, plus ça va repartir. Comme un feu. Faïza. Écoute, moi je vous écoute depuis tout à l'heure sur le prix du baril de pétrole. Oui. Les gilets jaunes, ils n'ont pas protesté contre le prix du baril. Ils ont protesté contre la taxation qui est faite par la France sur le prix de vente. L'augmentation à la pompe. 7 centimes. Oui. Oui, on est d'accord. Attends, 7 centimes là, cette fois-ci. C'est 7 centimes depuis combien de temps ? Mais quand ils prendront 20 centimes à cause du marché mondial, ça ne les gênera pas. Eh ben, il faudra que Emmanuel Macron permette aux Français de vivre de manière décente. Non, je veux dire, Faïza, ce qu'il faut anticiper. Oui, d'anticiper. Moi, j'avais proposé une piste de réflexion et il n'était pas normal. Et ça, je l'avais déjà abordé en plus sur mon dernier avis tranché. Le fait que l'on prenne le carburant raffiné, qu'on lui mette la taxe intérieure sur le produit pétrolier qui s'appelle la TICP et que l'ensuite on mette une TVA de 20% et que l'on mette une TVA de 20% sur cette taxe et sur le produit raffiné. Il n'est pas normal de taxer la taxe. Donc les 20% ils doivent être uniquement sur le produit raffiné et pas du tout sur la TICP. Mustapha qui est avec nous 01 40 33 9000. Bonsoir Mustapha. Bonsoir, moi je voulais juste dire par rapport aux policiers qu'est-ce qu'ils racontent, que ce sont tous des menteurs. Et comme ils les écoluches, le seul mois où ils mentent le moins, c'est en février parce qu'il y a que 28 jours. Ouais, c'était Coluche. Moi, je le prends pas pour moi. Non, bah non. Merci Mustapha. Merci pour cette petite apparition. Alors, j'ai passé un coup de fil cet après-midi à une jeune fille qui est du côté de la Haute-Savoie, qui est gilet jaune, mobilisée depuis le début. Céline Hinn qui est avec nous. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Alors vous faites partie d'un village des Gaulois réfractaires, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu.
Irréductible, gaulois réfractaire, parce que on n'arrête pas de se faire insulter, donc par Monsieur Macron, donc notre cher président, donc et puis on n'en peut plus. Déjà, ça fait un petit bout de temps. Hein. Il suffit de voir simplement le nombre de ceux qui vont voter. Donc depuis plusieurs années, c'est en diminution. Ouais. Et il faut pas croire que c'est simplement l'augmentation de la taxe carburant qui nous a fait bouger en fait. C'est l'ensemble des réformes. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même, depuis 4 semaines que le mouvement a débuté, a quand même réagi, a annoncé des choses concrètes. Ça ne vous satisfait pas aujourd'hui? Des petites mesurettes. Mais et on constate en fait que la Constitution est devenue un sacré gruyère. On n'est plus dans une démocratie. Ça fait, en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le mauvais sens. Et on voit qu'on se fait de plus en plus exploiter. Et on en a ras-le-bol. Et on nous dit, ouais, on augmente 200 € le salaire. Aujourd'hui, c'est le SMIC. Hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut voir le restant à vivre. Il n'y a plus de restant à vivre par rapport aux charges qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ouais. Alors, vous avez une petite particularité. Voilà, je vais y arriver. Vous faites des vidéos et n'hésitez pas même à aller interpeller les élus directement. Oui, parce que on les a mandatés. Ouais. Alors comment vous faites? Quelle est votre méthode, Céline? Et au municipal, donc je voulais toujours agir. J'ai toujours aimé agir. Quelle est votre méthode pour ce faire, Céline? Simplement aller au contact. Il n'y a pas plus simple. Et que vous disent-ils? Que vous disent-ils? Quelle est leur réponse aujourd'hui, ces élus? Est-ce qu'ils sont finalement sans réponse? Est-ce qu'ils sont dans l'embarras? Comment réagissent-ils? Ils réagissent par la sourde oreille. Par exemple, j'ai envoyé une lettre recommandée, je l'ai même écrite sur Facebook, en public. J'ai toujours pas de réponse. J'ai l'accusé de réception, j'ai même pas une seule réponse de notre députée Marianne Laine, qui était en plus mon ex-adversaire lors de l'ancienne campagne législative. Ouais. Donc je l'ai interpellé aussi par rapport à la vaccination. J'ai pas eu de réponse. Donc c'est toujours pareil, la sourde oreille. Je rappelle qu'on est à peu près pas loin de Genève, quoi, dans la Haute-Savoie, pour situer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs. Quand le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dit ça suffit, maintenant il faut évacuer les ronds-points, il faut évacuer les boclages et place à la discussion, vous lui répondez quoi ce soir? Le problème c'est qu'ils nous écoutent pas, c'est de la mascarade. Ils nous écoutent pas. Nous ce qu'on veut c'est une réelle démocratie et puis que ils arrêtent de les exploiter et de donner le denier public à des PDG du CAC 40, donc apatrides, qui vont fiscaliser légalement et voilà, donc et qui vont délocaliser et nous on veut maintenant instaurer un référendum d'initiative citoyenne parce que normalement la France c'est par le peuple et pour le peuple. Voilà, Céline que nous avons interrogé donc tout à l'heure, gilet jaune bien sûr, qui a cette petite particularité, voilà. Et en même temps, on avait été coupé avec Faiza. Alors donc, vous l'avez compris, donc ces méthodes, donc de vouloir interpeller les élus, vous avez paraissé intéressant, en tout cas intéressant à mettre en lumière. Voilà pour cette Céline Hin, donc que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi avec des vidéos très sympathiques. Et voilà, c'est une particularité. Eux, ils font ça de manière pacifique. Ils sont là depuis le début. Ils sont là, ils interpellent les élus et ils n'entendent absolument rien lâcher. Voilà. Bon. Ça c'est très bien, c'est de la citoyenneté permanente. C'est ce qu'il faut faire en fin de compte. Alors, donc on enchaîne maintenant, si vous le voulez bien, avec un troisième et dernier sujet, si vous permettez. Hier matin, sur BFM TV, invité Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui, à la question de Bourdin, nous dit qu'il y a une école clandestine qui prônerait l'islam radical à Marseille-Nord, qui a été fermée, et qu'il y en aurait d'autres. Écoutez ce passage d'hier matin chez nos confrères de BFM TV au micro de Bourdin. Est-il vrai qu'en ce moment, un établissement scolaire clandestin musulman est en cours de fermeture ? Oui, c'est d'ailleurs conforme à ce que j'avais dit à votre micro il y a quelques semaines et que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on travaillait depuis que nous avons fait voter une loi en juillet qui nous donne les outils juridiques pour pouvoir fermer une école qui n'est pas dans les normes, et notamment celles qui sont reliées à l'islamisme fondamentaliste, en l'occurrence salafiste, eh bien elles seront fermées.
C'est le cas d'une école de Marseille qui est fermée aujourd'hui même, dans le 14e arrondissement de Marseille, parce que tout simplement c'est une école clandestine qui ne correspond pas aux normes. Aujourd'hui, vous fermez une école à Marseille dans le 14e arrondissement parce qu'elle est clandestine et parce que elle promeut le communautarisme islamiste. Voilà, donc Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, école clandestine qui prendrait apparemment l'islam radical. Alors vous avez entendu, tous les termes en isme ont été employés, islamisme, fondamentalisme et je ne sais quoi. Est-ce que vraiment c'est un sujet sur lequel il faut vraiment s'attarder, s'emparer? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une école clandestine puisse comme ça s'installer, que des parents puissent prendre la responsabilité de mettre leurs enfants dans ce type d'école? Quel est un peu votre avis là-dessus? Tiens, Faiza. Écoute, moi, à partir du moment où il utilise, comme tu as dit, tous les mots en isme, déjà, je crois pas un mot de ce qu'il raconte. Ensuite, ce qu'il faut rappeler sur cette affaire-là, c'est une école donc dans les quartiers nord de Marseille. A priori, qu'est-ce qui nous dit d'abord que c'est une école? En fait, les élèves qui ont été retrouvés dedans sont des enfants qui sont enregistrés à l'Éducation nationale comme bénéficiant de l'instruction à domicile. À la maison. Il l'a précisé d'ailleurs, c'est vrai. Lui, c'est ce qu'il précise. Est-ce que ça veut dire que dans le quartier, il y a des enfants qui se réunissent et que quelqu'un au sein d'une structure religieuse ou pas leur dispense un enseignement général? On n'en sait rien. Il utilise le mot salafisme pour s'assurer qu'au niveau de l'opinion publique, au niveau des citoyens, au niveau de la sphère médiatique, il n'y ait personne qui puisse les défendre. C'est très important d'utiliser ça. À chaque fois qu'on a quelque chose ou quelqu'un qui est un peu persona non grata, religieusement parlant, au niveau du gouvernement et au niveau des médias, on utilise toujours ce mot de salafisme, même si c'est faux. Ouais. Donc moi, à partir du moment où ils l'ont déjà fait sur un certain nombre d'imams, je les crois plus. Ils ont donné aucun élément. Le rectorat n'a rien confirmé. Alors ils ont confirmé le démantèlement de l'école, mais ils n'ont pas confirmé les raisons exactes. Par contre, sur les raisons, la seule chose que je peux vous dire moi, c'est que elles sont pas d'ordre religieux ou parce que salafiste ou pas salafiste. C'est faux. C'est parce que cette école, vraisemblablement si c'en est une, n'était pas en conformité administrative. D'accord. Donc après, moi j'en appelle à la responsabilité des dirigeants de ces structures. Que ce soit une école clandestine ou pas clandestine, il y a souvent dans les communautés issues du Maghreb des manquements administratifs, une espèce de phobie à faire leurs papiers. Il y a des règles, ils respectent mal les règles, et le gouvernement s'en sert pour leur faire du mal. Alors il faut qu'ils comprennent. Je sais pas si c'est propre musulman. Il y avait un ministre qui avait aussi la phobie administrative il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Attention, Faiza. Ouais, mais juste parce qu'il voulait carotter les impôts. Oui, bah voilà, donc tu vois, il avait prétexté une certaine phobie administrative. Il y a quand même une forme de légèreté. Ouais. De nos institutions religieuses, de nos écoles religieuses et tout, une forme de légèreté administrative. Il faut absolument, et là vraiment s'il y a des gens qui m'entendent et qui sont responsables associatifs ou responsables de mosquées, vous conformez au mot près, à la lettre près, surtout quand on reçoit du public les lois et des enfants du pays, parce qu'on ne vous pardonnera rien. Ouais. Oui. Alors, est-ce que ça existe, Faiza? Je te repose la question à toi. Est-ce que, d'après toi, ce type de structure qu'a l'air de dénoncer Blanquer, ça existe? Et si tel est le cas, que font les instances musulmanes? Parce que c'est gravissime quand même. Est-ce que ça existe? Je vais pas commencer à faire du déni, à vous dire non, ça n'existe pas, ou oui, ça existe, j'en ai vu, je n'en ai pas vu. D'accord. Donc tu n'en as pas vu. Le gouvernement, toutes les fois où, attends, c'est important de le préciser, toutes les fois où ils ont fermé des écoles, c'est pas pour la pensée de l'école, c'est pour un problème administratif. Et à chaque fois, ils nous ont vendu ça comme une école salafiste, une ci ou une ça. D'accord. Ouais. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de problème idéologique au sein des écoles. D'accord. Alors Nadir. Non mais moi ça m'emmerde. Des enfants. Oui mais ça m'emmerde ça aussi encore ce débat-là parce que t'emmerder, mais... Non pas toi Christophe, mais je crois qu'on avait vu il y a quelques temps ou quelques années ou même il y a pas très longtemps encore l'état de certaines écoles à Marseille. Ouais. Donc ils prennent conscience de ça le ministre qu'il aille voir ces écoles et éventuellement les fermer parce qu'il y a des enfants qui risquent tous les jours à Marseille dans les quartiers nord et je crois même ailleurs à Marseille des effondrements, on a vu des faux plafonds cassés prêts à céder, des rats.
Des écoles publiques, hein. Des écoles publiques. Donc il y a des enfants qui fonctionnent pas. Voilà. Dans les et je rappelle qu'il y a eu des immeubles où les enfants doivent garder les doudounes, des fuites qui émanent pas de chauffage, il y a des seaux, il y a pas de toilettes, des rats. Donc ça, en termes de danger public, là, je pense qu'il a beaucoup à faire. Et quand tu vois qu'il parle d'écoles salafistes, donc en fin de compte, on voit ce qu'il cherche derrière. Encore s'il avait dit oui, c'est une école, c'est une structure qui n'est pas en règle administrative, qu'ils le disent clairement, ça s'arrête là. Mais là, ils vont dans le côté religieux. C'est moins vendeur. Ouais, mais moi ça m'emmerde parce qu'on sait qu'il y a une guerre contre l'islam aujourd'hui. Il faut pas être naïf. Je sais pas si le fait de le dire ça va choquer certaines personnes, mais il y a une guerre contre l'islam, pas simplement en France, dans le monde. Tout ce qui est musulman est visé par certaines personnes. Donc on le voit aujourd'hui. Il y a même des gens qui se disent musulmans et qui tuent d'autres musulmans. Donc eux aussi quelque part ils mènent une guerre contre l'islam à travers ce qu'ils prétendent être ou faire. Donc aujourd'hui, quand tu as un ministre comme ça qui vient nous faire la leçon sur une école qui serait pas en règle, qui disent qu'elle est pas en règle d'un point de vue administratif et c'est réglé. Mais là, quand il parle de salafisme, d'extrémisme, ça veut dire qu'il y a une doctrine qui est apparemment dangereuse et interdite et elle n'est pas encore jusqu'à preuve du contraire. Le salafisme n'est pas interdit en France. Oui, exactement. Même si c'était une école salafiste, en réalité, comme tu l'as dit, Nadir, le salafisme est un courant de pensée, on n'interdit pas la pensée. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent le reprendre. Moi, franchement, ça me gonfle ces politiques. Il y a personne qui le reprend. Il utilise salafisme spécialement parce qu'il sait que personne ne le reprendra. Qui va se mouiller aujourd'hui pour défendre un salafiste? Non, mais le pire aujourd'hui. Qui a le courage de défendre le salafisme aujourd'hui en France. Le pire, c'est que pour le Français qui ne connaissent pas l'islam, quand tu dis salafiste, c'est terroriste. Ça veut dire terroriste. Voilà. Ah oui, absolument. Donc ça, c'est rentré dans la tête des gens. Donc quand un mec utilise cette sémantique-là, bon après c'est vrai que c'est difficile d'y répondre parce qu'en général, il donne pas la parole à ceux qui peuvent y répondre. Donc ils continuent comme ça depuis des années. Alors. Et ça va pas aider les Français de façon générale. Djihadistes, hein. Bon, djihadness, faudrait leur expliquer ce que c'est. Abdeslam, là pour le coup, Faiza apporte un élément important, c'est que toutes ces écoles auxquelles on fait référence sont fermées pour des raisons administratives, pour des raisons de manquement en tout cas aux normes. Et pour justifier tout cela, si tu veux, pour que ça devienne plus vendeur, que ça fasse plus grand public, pour dire attention, on est là, on travaille et on veille à ce qui se passe au sein de la République, on va y mettre une bonne tchouk-tchouka, pas forcément bien mélangée d'ailleurs. Pas trop halal. Ouais. Oui. Abdeslam. Alors, concernant les établissements, pour répondre à Nadir, c'est pas du fait du ministre, c'est du fait des collectivités d'entretenir les établissements publics, que ce soit les maternelles et les écoles primaires. Donc, si les écoles à Marseille sont dans un très mauvais état, il faut se retourner vers Gaudin. La municipalité, oui. Absolument. Voilà. Et il faut pas oublier que c'est de l'argent public et que nous, contribuables, justement, nous participons financièrement à l'entretien de ces établissements. Ensuite, moi concernant, moi je suis pour la liberté de choisir, permettre à nos concitoyens de choisir de mettre leurs enfants dans une école publique et laïque ou dans une école confessionnelle. Cette liberté. C'est pas le débat de ça. Non, mais je vais y répondre. Je vais y répondre. Concernant les établissements privés, il y a des établissements qui sont conventionnés, qui touchent de l'argent public. Et là, à ce moment-là, naturellement, les établissements perçoivent de l'argent public qui permet justement. Ils ont des règles à respecter. Dans tous les cas, que l'établissement soit conventionné ou non, il se doit de respecter le programme. Ça, c'est un fait. Qu'il soit conventionné ou pas. Quand ils ne sont pas conventionnés. Un bel exemple à Lille, hein. Même ici à Paris, le lycée MHS, qui est un très bel établissement où il y a des élèves qui sont brillants et studieux. Ce que je veux dire, la seule chose qu'un établissement privé doit respecter, c'est le non-refus d'un élève sous prétexte qui ne serait pas d'une confession, et l'établissement se doit d'être ouvert à toutes les confessions. On n'a pas le droit. Et vous avez des écoles catholiques qui reçoivent des enfants qui ne sont pas forcément catholiques, qui sont athées, musulmans. Voilà, scolarité dans les écoles. Et il s'agit d'écoles confessionnelles où justement il y a des cours de catéchisme où ces élèves choisissent de participer ou pas à ces cours-là, et ça ne pose pas de problème lorsqu'il y a des cours de catéchisme. Ça ne choque personne. Et subitement, on laisserait entendre, et c'est vrai, Faiza, tu as raison, lorsque tu dis que le mot, lorsque il y a l'estampille salafiste, c'est condamnatoire et c'est éliminatoire. Dès qu'on entend ce mot-là, les gens se verrouillent et à ce moment-là, la cause n'est plus plaidée. Ensuite, il parle d'établissement clandestin. Qu'est-ce qu'il entend par clandestin?
tout établissement scolaire est déclaré à l'éducation nationale. Apparemment, c'est pas le cas. Alors peut-être que c'est. Mais si c'est le cas, faudra vérifier. Au niveau national, il y a eu un certain nombre d'écoles qui ont été fermées pour des raisons toutes bêtes. C'est que l'école est déclarée et n'attend pas, par exemple, le directeur d'école n'attend pas de recevoir l'autorisation d'ouvrir. Ah oui, d'accord. Et il la reçoit 2-3 mois après. Mais c'est trop tard. Les services sont passés le contrôler et il la ferme. Et c'est pour ça que je dis, on a un problème avec le respect des règles administratives. Et c'est ça qui fait qu'on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Exactement. Eh ben écoutez, merci en tout cas à tous les trois. Dans un instant, on va terminer cette émission tranquillement avec un petit zapping. Tiens, j'ai retrouvé du Nicolas Sarkozy, dis donc. Oui. Il nous manque pas. Il était à Grévin avec Carla hier. On y revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le temps pour nous de finir tranquillement cette émission par, comme d'habitude, un petit zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, Faiza Ben Mohamed et Abdeslam Itache. Alors, pour commencer ce zapping, je vous en parlais avant la pub, Nicolas Sarkozy qui réagit à l'arrivée de Carla Bruni au musée Grévin. C'est très important pour elle parce que ça veut dire que c'est la preuve qu'elle est entrée dans le cœur des Français. Parce que quand on est au musée Grévin, c'est qu'on est dans le cœur des Français. Mais pour moi, vous savez, il n'y a pas deux Carla Bruni, il n'y en a qu'une seule. Elle est unique. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir celle qui parle. Est-ce un avantage? C'est une question qui pourrait se discuter, mais enfin, disons qu'à la télévision, pour moi, c'est un avantage. On doit bien s'emmerder quand même chez les Sarkozy Brunet, non? On ne trouvez pas? Je sais pas, ça a l'air un peu... on parle un peu comme ça, vous voyez. Bon, Carla Bruni au musée Grévin, elle est rentrée dans le cœur des Français, Faiza? Moi, je sais pas si vous trouvez pas ça un peu louche, mais je trouve qu'on voit un peu trop Nicolas Sarkozy ces derniers temps. Ah oui, c'est vrai. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Alors, on le voit à l'Élysée, on voit qu'il va représenter la France en Géorgie prochainement. Oui. Et là, cette entrée au musée Grévin et tout, j'espère qu'il ne nous prépare pas un retour politique ou un retour politique qui parte à Barcelone, tiens, lui aussi. Bon. Qu'il aille embêter les Espagnols. Pourquoi pas. En tout cas, donc Sarkozy donc venu soutenir son épouse. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, un clip qui cartonne, tiens, à propos des gilets jaunes. Débranche ta télé et enfile ton gilet. Extrait. Faire manger la poussière. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Voilà, extrait du nouveau tube là qui cartonne sur les RS. Hein, donc c'est débranche ta télé, enfile ton gilet. C'est un peu ce que tu fais, Nadir, non? Franchement, elle est pas terrible. Hein, non, elle est pas terrible. Ouais, c'est de la bofferie, c'est vrai, c'est vrai. Bof. Hein. Ça fait un peu bof. Hein, non, mais vraiment. Ouais, bon, c'est en même temps, c'est de chez toi, hein, Faiza. Excuse-moi. Voilà. D'accord. Mais moi, je chante pas des trucs comme ça, jamais. Non, mais de chez toi là-bas où t'habites là, dans ton coin là-bas. Oui. Ouais. Dans les ronds-points, tu les vois bien. L'accent, ouais. Tu les vois bien chanter ce genre de trucs dans les ronds-points à Nice là-bas. Ouais, franchement, ouais, ils ont la tête de l'emploi, ouais. Bon, voilà, alors, ça, dit. Autre chose, tiens, on a retrouvé, messieurs, dames, attention, on a retrouvé Francis Lalanne. Oui, il a de quoi occuper son temps en ce moment. Il entend s'occuper des gilets jaunes, il a fait une conf de presse et tout. Francis Lalanne dans toute sa splendeur, voici ce que ça donne. On pense à faire, non pas la révolution, mais l'évolution. L'évolution. On est évolutionnaire. Il n'y a pas de chef. C'est fini le temps des chefs. Mais on s'en fout de la tête de liste. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la tête de liste? On est un peuple. On est un peuple pour Francis Lalanne, dites donc les enfants, hein, il est magnifique. Moi, Francis Lalanne, depuis qu'il avait chanté pour l'équipe de France et qu'on s'était fait battre comme il faut, j'ai dit Francis Lalanne, c'est bon du côté des has-been pour moi. Désolé, hein, mais bon, voilà, Nadir, c'est de ton époque, Francis Lalanne. Tu sais, à l'époque où il chantait des chansons d'amour, tout ça. Tu te rappelles quand t'avais la nuque longue? Ouais, j'avais les mêmes cheveux, ouais. Non, c'est un anarchiste, ça, c'est des propos d'anarchiste.
Oui, non. Il s'était même présenté d'ailleurs à la première circonscription face à Valls, vous vous rappelez? Ouais, non, mais bon, c'est toujours pareil, c'est un people, donc on lui ouvre les plateaux, il vient dire ce qu'il a à dire, il y a rien de constructif, c'est stupide et puis ça alimente un petit peu la situation un petit peu ambiguë aujourd'hui. Non, mais bon, c'est pas crédible. Bon, d'accord, pas crédible. C'est ridicule surtout. Attends, c'est vraiment ridicule. Il ne manquait plus que Francis Lalanne maintenant pour défendre les positions des gilets jaunes. Non, mais franchement, alors cette année, rien ne nous sera épargné, je vois. Oui, c'est ça. Alors, tiens, pour finir, direction le Claoma, pour finir ce zapping et pour avoir écouté du rap trop fort, voici à quoi on s'expose. Écoutez le choix de la sanction qu'il a choisi. Dans l'Oklahoma, un accusé qui risquait un mois de prison a eu la possibilité entre un mois de prison ou écouter de la musique classique pendant 20 heures. Et cela parce qu'il avait écouté du rap trop fort. Finalement, au lieu de la prison, ce fut une amende ou de la musique classique. Il a choisi l'amende. Voilà. Bon, la musique classique, amende, choisi. La musique classique. Musique classique pendant 20 heures d'affilée. Attention, c'était la sanction. Bien, pour avoir écouté du rap trop fort. Voilà. Du Beethoven, du Mozart, Vivaldi. C'est apaisant. Hein. Ouais. Ça permet de... Ravel. Ouais, je le conseille parce que franchement aussi, par rapport à certaines musiques de rap, notamment français, c'est pas plus mal le classique. Hein. C'est vrai, ça fait du bien. Bon, eh bien écoutez... tiens, je voulais poser cette question par rapport à ce que disait tout à l'heure Faiza et justement son inquiétude. Nicolas Sarkozy est-il le conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, l'Élysée a démenti, sachez-le officiellement. Il défend une relation cordiale et républicaine. L'ancien président représentait la France donc dimanche en Géorgie, comme l'a indiqué également Faiza, et ça sera pour l'investiture en fait de la nouvelle présidente élue fin novembre. Donc Emmanuel Macron avait déjà reçu Nicolas Sarkozy le 7 décembre, 3 jours avant d'annoncer ses mesures sociales à la réponse des gilets jaunes. Du coup, voilà, cette petite info a fait le tour. Est-ce que Sarkozy est-il le conseiller? Eh bien, l'Élysée a démenti. Il s'agit simplement de relations cordiales et républicaines. Voilà, rassuré. Voilà. Et sur ça, on peut maintenant d'ores et déjà plier bagage. Au moins pour ce soir. Demain, retour avec Sofiane Lakhdari et Yosser Louati entre 16h et 18h. Nadir, merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. Lundi, c'est open bar, si tu veux, c'est la fête. Non, tu m'appelles pas Pascal, Nadir, sinon ça va mal finir cette histoire. Okay. Nadir, open bar lundi, si tu veux, on est là pour la dernière de l'année. Voilà. Jusqu'à minuit? Non, jusqu'à 1h. 19h. Voilà. 24. C'est quand? C'est quel jour? Lundi? Lundi 24, on fait réveillon de Noël, Halal. 16h, 18h. Vous me branchez en téléphone? Ouais, bien sûr, on te branche tout le temps. Allez. Abdeslam, pareil, idem, t'es le bienvenu, voilà. Ça sera un plaisir. Bon, merci, en tout cas, passez une excellente soirée sur France Maghreb 2. Faiza, merci beaucoup. Bonne soirée, Nadir, Abdeslam. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À plus, les enfants. Ciao. Dans un instant, la suite des programmes sur votre radio. Retour demain, 16h, donc, avec Sofiane Lakhdari et avec Yasser Louati. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler des Saouds. 18h, le rappel de l'actualité avec Marie Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les policiers sont en grève aujourd'hui. La mobilisation des policiers est visible dans certains commissariats ainsi qu'aux aéroports de Roissy et d'Orly près de Paris où de longues files d'attente se sont formées ce matin. Le syndicat Alliance, rejoint par Unité SGPFO, a demandé à tous les policiers de France de ne sortir que sur appel d'urgence. La gare de Colmar figurait-elle parmi les cibles du terroriste strasbourgeois Cherif Shekat? Il se serait en tout cas intéressé de près au bâtiment. Le tueur de Strasbourg se serait rendu à Colmar le 22 novembre et il se serait adressé au service des archives de la mairie pour demander les plans de la gare. Il aurait justifié sa demande en expliquant être passionné par le bâtiment construit au début du XXe siècle. Les employés municipaux ne lui auraient pas remis ses plans. Des coups de feu dans le centre-ville de Vaison-la-Romaine. Peu après 13h, un homme a fait irruption dans un bar et a ouvert le feu sur 3 personnes. Elles ont été blessées et prises en charge par les pompiers. Le tireur a été arrêté par les gendarmes. La CGT de Transavia France, filiale à Bakou d'Air France KLM, a annoncé avoir déposé un préavis de grève des hôtesses et stewards de la compagnie pour les 24 et 25 décembre prochains. Les États-Unis se préparent à retirer leurs militaires de Syrie où ils étaient déployés pour combattre l'État islamique aux côtés des forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde. Ce retrait a été décidé par le président Donald Trump à l'issue d'une conversation avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président américain estime avoir atteint son but en Syrie et avoir vaincu le groupe État islamique.
Les femmes ont été encore moins visibles dans la presse française en 2018 qu'en 2017, malgré l'émergence dans le débat public du mouvement #MeToo. Selon une étude publiée aujourd'hui, les 3 premières places du podium sont occupées par Emmanuel Macron, Donald Trump et Édouard Philippe. Viennent ensuite 3 personnalités sportives, Kylian Mbappé, Didier Deschamps et Neymar. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.